Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Mobility Talk de la série dédiée à la blockchain et la mobilité. La semaine dernière, on a eu la chance d'accueillir Karen Jouve qui est venue nous présenter un peu les grandes caractéristiques de cette technologie, nous brosser quelques cas d'application potentiels de la blockchain dans la mobilité et préciser certaines notions. Surtout, elle est revenue sur un aspect important. Voilà, comment est-ce qu'on peut caractériser le caractère innovant d'un projet blockchain? Et selon elle, l'innovation dans la blockchain, c'est caractérisé quand elle apporte vraiment un service différent à l'utilisateur par rapport à ce qui existe déjà. Et s'il y a des acteurs qui se lancent dans des projets type NFT ou métavers, c'est vraiment pour proposer de nouvelles expériences dans la blockchain. Et voilà, et l'important, c'est vraiment de l'innovation dans le service, dans l'usage, plutôt que la technologie elle-même. Et aujourd'hui, on va aborder un cas très intéressant, voilà, parce qu'il s'agit d'un consortium de corporate de la mobilité sur un projet blockchain. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Kremer, qui est le CEO de The Blockchain XDev, pour vous en dire plus sur ce consortium de corporate dans la mobilité. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer aux Mobility Talks qui sont proposés, vous le savez, par le Mobility Club, qui est un club privé pour les grands corporates de la mobilité qui souhaitent développer des liens plus étroits avec les startups, mais aussi affiner leur compréhension des grandes innovations de la mobilité. Beaucoup d'entre vous sont déjà habitués, mais je rappelle les règles du jeu. Vous pouvez utiliser l'onglet de chat pour vous présenter et puis l'onglet de questions pour en poser quelques-unes. Vous le savez, on en sélectionnera quelques-unes à l'issue de la conversation avec Charles. Alors Charles, hop, je viens de te mettre en grand. Hop. Est-ce que peut-être avant de commencer, Charles, est-ce que tu peux voilà, te présenter rapidement, en dire un peu plus sur The Blockchain XDev et vraiment dans les grandes lignes, voilà, ce projet en consortium. Oui, bien sûr. Donc, merci déjà de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir l'occasion de partager l'expérience qu'on peut avoir actuellement sur ce projet de consortium. Donc, moi je suis directeur général de The Blockchain is Dev. On est une société, donc on est une société comme son nom l'indique. Hein, on ne fait que de la blockchain. On accompagne nos clients dans le cadre de leur projet blockchain, dans tout type de secteur, donc la finance, l'industrie, le gaming, bien sûr le métaverse. Maintenant, on en parle beaucoup. Donc voilà, on existe depuis fin 2018. On est près d'une quarantaine de personnes. Puis effectivement, un de nos projets phares qui nous anime depuis le début de la création de Blockchain Dev, c'est ce consortium-là qu'on appelle le consortium PCC pour passeport du véhicule, du code du véhicule connecté, pardon. Voilà, donc, bien sûr, je suis ravi d'en pouvoir échanger avec vous et vous présenter ce projet-là et ce qui a amené à la construction de ce consortium-là, brique après brique, et puis ce qui nous anime encore aujourd'hui. Ah, super, c'est vrai qu'on va pouvoir un peu rentrer dans le détail de ce consortium, mais juste peut-être pour contextualiser, est-ce que tu pourrais citer voilà, les parties prenantes de ce consortium? Ouais, donc les parties prenantes, absolument. Donc c'est un consortium qui réunit donc un certain nombre d'acteurs de l'industrie automobile, donc commencer par Stellantis, donc qu'on ne présente pas évidemment, Movivia, donc et bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Movia ici pendant cette instance, et puis ensuite un certain nombre d'assureurs et assisteurs, donc en intermutuelle assistance, on a Crédit Agricole Assurance, Société Générale, Matmut. Je crois que. Et puis Covea. Voilà, voilà, donc un certain nombre d'assureurs, d'assisteurs. Donc l'idée c'était vraiment de réunir un écosystème de place qui permet de rassembler les principales parties prenantes du cycle de vie du véhicule. Donc bien sûr le constructeur, le réparateur, les assisteurs, assureurs. Donc voilà, donc on a évidemment on cherche toujours à avoir d'autres partenaires, mais on a déjà en nombre et puis aussi en complémentarité. On a des partenaires assez intéressants qui nous ont permis de faire beaucoup de choses jusqu'à présent. Ok, merci. Tu as commencé à adresser un peu l'origine en fait de ce consortium. Maintenant, si on se place du côté des objectifs, voilà, qu'est-ce que voilà, toutes ces parties prenantes cherchent à accomplir avec ce projet? Alors, avant de parler de ça, peut-être la genèse de ce projet-là, c'était avant même, c'était dans ma précédente expérience, qui était une précédente société, qui était un institut de recherche, IRT Systemix, où on travaille justement avec Stellantis sur qu'est-ce que pouvait apporter finalement la blockchain dans l'industrie automobile. Et en fait, on a identifié
un premier sujet, parce que l'idée, c'était pas faire de l'innovation ou faire de l'innovation, c'était de s'assurer que la blockchain était une réponse à un problème. Et donc, le premier problème qu'on a identifié, c'était la fraude au kilométrage. Donc, la fraude au kilométrage, et avec aussi le constat qui était de dire, c'est pas Stellantis ni un seul des acteurs qui va être capable lui tout seul de résoudre cette problématique de fraude au kilométrage, parce que voilà, tout à chacun qui a un véhicule, bah, il fait il fait le suivi de son véhicule, l'entretien, les réparations, etc. Bah, dans divers endroits. Ça peut être chez son constructeur, ça peut être chez un réparateur, ça peut être chez un autre, ça peut être même parfois lui-même. Voilà, donc il n'y avait pas forcément de solution évidente qui était à la main d'un seul acteur pour résoudre cette problématique-là. Donc tout de suite, on s'est dit finalement, bah, est-ce que le fait de créer un protocole blockchain complètement décentralisé qui permet finalement à tout à chacun d'accéder au kilométrage pour vérifier finalement le fait qu'il n'ait pas fait l'objet d'une fraude, d'une falsification, bah, finalement, est-ce que ce n'était pas un bénéfice finalement pour l'ensemble des parties prenantes et quelque chose qui pourrait permettre de réunir l'ensemble de ces parties prenantes dans la construction finalement de ce protocole. Donc c'est vraiment la genèse de ce projet-là. Donc on a commencé vraiment à faire ce qu'on appelle des proof of concept qui ont montré finalement techniquement que c'était faisable et qui ont démontré aussi la valeur business de ce sujet-là. Et c'est ce chemin faisant, du coup, en montrant ça, on a intégré d'autres partenaires qui ont compris finalement l'intérêt de résoudre cette problématique et l'intérêt et la conviction que cette problématique ne peut pas être résolue par un seul partenaire. En fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à intégrer d'autres, d'abord Covea, ensuite il y a été Mobilia, voilà, etc. Et ensuite, le périmètre s'est élargi en se disant, bah, si on fait le kilométrage, finalement, on est capable de faire l'ensemble des données qui caractérisent la vie du véhicule. Voilà. Parce que, évidemment, quand on pousse la réflexion un tout petit peu plus loin, effectivement, le kilométrage, ça concentre pas mal de problématiques de fraude, mais il y a aussi, ensuite, derrière la fraude, il y a des sujets de confiance sur, finalement, les données qui caractérisent la valeur du véhicule. Et en fait, quand vous passez quand vous faites une revente de véhicules au seconde main, ou quand vous passez d'une partie prenante à un autre, d'un réparateur à un autre, finalement, il y a une certaine perte de traçabilité qui fait que le propriétaire du véhicule, il ne sait pas vraiment garantir, finalement, si ce n'est peut-être en archivant toutes les factures et voilà, tout le suivi des réparations, ce qui est quand même un peu lourd. Mais il n'a pas un moyen simple, finalement, de présenter finalement l'état des lieux du suivi de son véhicule, au-delà du kilométrage. Donc, c'est ça. Donc du kilométrage est née finalement cette notion de passeport du véhicule qui concentrait finalement l'ensemble des données du cycle de vie du véhicule et qui permettait d'apporter cette confiance, sorte de certificat, passeport. Voilà. Et donc c'est l'objectif aujourd'hui qui nous anime dans finalement l'objectif de créer un socle technologique basé sur la technologie blockchain qui permet d'éviter en réalité toujours de stocker les données dans un même endroit, parce qu'en fait le sujet, et j'anticipe une des questions, pourquoi la blockchain? Le sujet prégnant, c'est finalement, les questions qui sont systématiquement venues, c'est oui, ce passeport-là, on peut le faire sans blockchain. Oui, on peut le faire sans blockchain. Techniquement, on peut tout faire sans blockchain. Moi, ça fait des années que je suis sur la technologie blockchain. On peut tout faire sans blockchain. La blockchain n'est pas un sujet technique. La blockchain est un sujet plutôt de paradigme, en fait. Donc là, le sujet, c'est que sans blockchain, en fait, aucun des acteurs ne serait prêt à faire ça parce que ça nécessiterait de mettre les données dans un serveur central qui n'appartient pas à ces acteurs-là, en fait, qui pourrait être neutre ou qui pourrait appartenir. En fait, on voit bien que c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons plutôt business. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va changer de paradigme. En fait, les données qui sont collectées par les parties prenantes, elles restent là où elles sont. Et on va juste mettre en place ce protocole qui interconnecte l'ensemble des serveurs où sont stockées les données. Le protocole ne va pas aller chercher et rapatrier les données. Il va simplement ce qu'on appelle timestamper ou certifier le fait que la donnée est à tel endroit et qu'elle a fait l'objet d'une manipulation conforme au cycle de vie du véhicule par un acteur identifié, authentifié, valide, etc. Donc on certifie finalement l'ensemble de la valeur du passeport sans pour autant divulguer le contenu. Et la seule personne qui est capable de donner l'autorisation d'une divulgation du contenu, c'est le conducteur, c'est le propriétaire du véhicule. Voilà.
conformément bien sûr à la réglementation RGPD. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, j'espère que j'ai bien résumé finalement l'historique et l'objectif du projet et pourquoi la blockchain. Et c'est vraiment là où on en est aujourd'hui avec l'ensemble de ces acteurs-là, en essayant toujours de démontrer toujours plus de la valeur, toujours plus de valeur à travers l'accès à davantage de données en fait. Oui, c'est très clair. Moi, je retiens surtout en fait la technologie permet ce changement de paradigme. Finalement, quand voilà, plusieurs acteurs ont un même intérêt, voilà, ça permet de balayer finalement ce sujet de gouvernance de la donnée qui la tient. Donc, c'est en ça que c'est hyper intéressant. Donc, on voit bien les use cases potentiels, la valeur côté en fait corporate, côté initiateur de ce projet-là. Si on se place du point de vue du conducteur, voilà, en quoi les protocoles décentralisés permettent de créer de nouveaux services côté conducteur. Alors, une fois, effectivement, ça c'est mon point. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce passeport, finalement, le passeport, c'est donc ça résout ces problématiques de confiance, de traçabilité, d'accès finalement à un accès unique, finalement à ce qui caractérise le cycle de vie de leur véhicule. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on n'a pas créé de nouveaux services pour le client final. Mais en fait, c'est une étape nécessaire pour pouvoir le faire, pour pouvoir finalement développer des services du type calcul en temps réel, entre guillemets, mais un calcul en temps continu finalement de la valeur résiduelle du véhicule, parce qu'on a un accès direct et unique à l'ensemble des données. Ensuite, on est capable dès lors qu'on est capable d'accéder à des données finalement dans l'ensemble de l'écosystème, on est capable évidemment de développer tout type de services qu'on n'est pas capable de développer aujourd'hui. Si on prend chacun des parties prenantes isolément, chacun des parties prenantes, prendre un constructeur, un réparateur, va essayer de développer des nouveaux services basés sur les données qu'il collecte. D'accord. Simplement, il va vite être limité dès lors qu'il a plus les données, il n'a plus accès aux données. Parce qu'elles sont générées en dehors de son propre périmètre. Et donc l'idée de ce protocole-là, c'est de donner un accès à des données qui sont, pour un réparateur par exemple, à des données qui sont chez un assureur ou chez un constructeur, pour pouvoir ensuite proposer des services encore plus évolués, du type classique, de maintenance prédictive, préventive, etc. Pour un assureur, des assurances pay you drive, etc. Donc, c'est un socle qui est nécessaire pour avoir un accès unique à l'ensemble de données-là. Et ensuite, on a des mécanismes de partage, d'accès aux données, parce que bien sûr, quand je dis accès aux données, ce n'est pas un accès aux données comme ça, tous azimuts. Disons qu'il y a bien sûr des règles de contrôle d'accès, il y a de la monétisation. C'est aussi là l'intérêt de la technologie blockchain, c'est qu'on peut directement, grâce à ces notions de token, on peut aussi monétiser les échanges, les micro-échanges de données qu'il peut y avoir entre les acteurs, finalement au bénéfice de la création de services qui va intégrer des données de l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est ça, in fine, qui est extrêmement intéressant, qui est porteur de valeur. Mm-hmm. Ok, ouais, merci pour cette clarification. Je rappelle à tous et à toutes que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié. Peut-être maintenant, si on prend un peu plus de hauteur, voilà, sur quels peuvent être les autres produits et services qui peuvent être développés sur une technologie blockchain dans la mobilité. Et là, peut-être parler d'autres segments. Je fais appel à ta culture, ta connaissance, voilà, au sens large, voilà, des applicatifs blockchain. Voilà, quels sont les potentiels? Alors, moi, j'avais eu déjà l'occasion de travailler dans ma précédente expérience sur d'autres sujets de mobilité, mais c'est notamment un des sujets sur lesquels on avait commencé à travailler, c'est le covoiturage. C'est le covoiturage de courte distance. Et finalement, c'était comment, grâce aussi à la blockchain, on va être capable de finalement décentraliser finalement l'accès à l'ensemble des données qui permettent finalement de construire une offre de covoiturage qui intègre l'ensemble des fournisseurs de services de covoiturage de proximité. Parce que le sujet des services de covoiturage, à l'époque, covoiturage courte distance, c'est qu'on n'a pas un acteur suffisamment gros qui permet de créer cette demande, parce qu'on est toujours dans une logique évidemment c'est un peu le chien qui se mord la queue. Tant qu'il n'y a pas une offre suffisamment importante, on n'a pas une demande suffisamment importante. Voilà.
Donc, comme c'est le cas de BlaBlaCar, qui est aujourd'hui, c'est un covoiturage longue distance, qui est aujourd'hui un acteur majeur, on a cette demande parce qu'on sait assez naturellement qu'on va les trouver, finalement, on va trouver les offres qui correspondent à nos besoins sur BlaBlaCar. Sur le covoiturage de proximité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, l'idée, c'était comment arriver à agréger en une seule application l'ensemble des différentes offres de covoiturage de proximité sans avoir à tout centraliser, ce qui était bien sûr pas possible parce que ces offres-là sont concurrentes. Voilà. Donc, être capable de partager un certain nombre de choses qui sont au bénéfice de la création d'une offre et d'une demande plus massive, voilà, tout en permettant toujours de favoriser de la concurrence. Donc ça, c'est ce genre de choses qu'on avait fait, qui avait fait l'objet aussi donc c'était à Lyon, qui avait fait l'objet aussi d'expérimentation dans l'agglomération de Lyon. Alors, moi, après, je suis parti avant d'aller jusqu'à l'expérimentation, mais j'imagine que ça a suivi son cours. Après, d'une manière générale, il y a aussi tout ce qu'on appelle mobilité as a service, et donc toujours dans la logique d'agrégation des différents services de mobilité, courte distance, au premier et dernier kilomètre, etc. Et dans une logique d'éviter de centraliser tout, parce que c'est les gros enjeux, on est toujours sur des sujets de paradigme, en fait. C'est comment la blockchain peut nous permettre finalement de mieux agréger l'ensemble des services qui s'appuient sur des données sans avoir à tout mettre finalement dans un seul serveur central qui en fait est géré par une autorité organisatrice et comment on arrive à finalement auto-organiser les choses avec les acteurs de mobilité. Et là, on a aussi notamment eu l'occasion d'échanger avec des acteurs comme Keolis aussi parce que c'est assez pertinent. Alors, c'est intéressant de faire ça aussi en Europe, mais après on peut se poser la question, l'autorité organisatrice, finalement, plutôt confiance en elle peut le faire, il n'y a pas de, on va dire, ils ont quand même un rôle quand même plutôt neutre, donc il y a moins de sujets finalement de vouloir à tout prix décentraliser. Par contre, pour d'autres pays où finalement il n'y a pas une confiance sur les autorités organisatrices, je pense notamment à certains pays d'Afrique, etc., la technologie blockchain était une réponse finalement à ce manque de confiance lié à un État qui est capable d'organiser les choses. Voilà. Et c'est ça, c'était extrêmement intéressant. Donc on discutait de ça avec des acteurs de la mobilité de Keolis. Voilà. Donc ça, c'est un très bon sujet d'application de la technologie blockchain pour la mobilité. Ok. C'est vrai que en faisant quelques travaux de recherche et d'analyse, on voit bien qu'il y a un croisement blockchain et masse, parce que ça permet de résoudre pas mal de questions en fait de gouvernance, de partage de valeurs. Merci pour tout ça. On va prendre quelques questions maintenant. Gonzague qui se demande quid de l'adhésion du propriétaire utilisateur. Peut-être si on reformule un petit peu, comment est-ce que l'utilisateur final va pouvoir s'approprier et faire confiance en fait à une technologie blockchain quand on voit certaines notions font le buzz à tort ou à raison, mais comment donner de la confiance là-dessus? Alors, je veux dire, quand l'utilisateur final, il n'a même pas forcément conscience que d'ailleurs c'est sur la blockchain. Et je pense que c'est ça la manière ultime de le faire. Quand aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de chatter ensemble sur une application qui s'appelle Livestorm, je pense que personne n'est capable de dire derrière quelles sont les technologies qui permettent de faire tourner cette application. C'est la même logique. Je pense qu'on est toujours... Effectivement, j'ai été maintes et maintes fois confronté à cette question-là, mais en fait, la technologie blockchain, c'est comme le protocole on appelle ça le Web 3 maintenant, donc c'est encore plus simple même à expliquer. Aujourd'hui, beaucoup d'applications qu'on manipule, c'est du Web 2. Au-delà du terme Web 2, la plupart des gens ne sont pas capables de dire ce qu'il y a derrière techniquement. Ça sera la même chose en fait. Donc l'idée, c'est et c'est ça qui montre qu'on crée de la valeur finalement. On ne parle pas de la technologie, on parle du service. Et finalement, l'utilisateur final, il n'a pas besoin de savoir pourquoi on arrive à le faire sur la blockchain et on n'arrivait pas à le faire avant. C'est pas ça qu'il cherche à avoir. Finalement, ce qu'il cherche à avoir, c'est de la valeur, c'est résoudre des problèmes auxquels il était confronté jusqu'à présent. Donc, très concrètement, il va avoir une application qui s'appelle Passeport du véhicule. Il va pas forcément avoir conscience que c'est sur la blockchain. Ça marche. Je vois qu'on a beaucoup de questions. On va essayer d'en prendre un maximum. Lionel qui pose une question assez intéressante sur quel est le modèle économique du passeport, du projet que tu as mentionné. Qui est le client final sur le modèle de passeport? Est-ce que c'est le car manufactureur, le garage de maintenance, le réparateur, propriétaire de véhicule, qui est propriétaire de la donnée, même si tu as expliqué que c'était une donnée partagée. Est-ce que tu peux revenir sur ces notions de modèle économique? Donc,
Alors, c'est des choses qui sont encore affinées, mais le modèle économique, il est basé sur un modèle de partage de données, de monétisation de partage de données. Donc en fait, voilà, il y a un certain nombre de ces partenaires-là qui investissent sur le développement de ce protocole-là, et ensuite le modèle économique, chacun finalement va être rémunéré au partage de données voilà, qu'ils vont pouvoir consentir. Donc, un acteur comme un acteur comme Movivia qui, à un moment donné, détient une donnée de dernière donnée kilométrage et qui va la partager à Stellantis, bah, ça va pas se faire gratuitement, bien sûr. Donc c'est finalement le modèle économique, il est basé là-dessus. C'est tous les flux de partage de données, bah, ça fait l'objet d'une monétisation, et c'est comme ça que voilà, chacun se rémunère. Et ensuite, bien sûr, l'autre côté, c'est que celui qui achète des données, il n'achète pas les données pour le plaisir d'acheter des données. Enfin, il achète l'accès aux données. Il n'achète pas, encore une fois, il n'achète pas il récupère pas la donnée, mais il achète l'accès à données à un instant T. Et ensuite, bien sûr, cette donnée-là, c'est elle lui permet de créer de la valeur et créer un service qui va vendre au client final. Donc, on est vraiment sur une logique classique, finalement, de data. Voilà. Donc, monétisation de data et développement de monétisation de services basés sur des nouvelles données, en fait. Et pour rebondir sur une autre question, ce projet, à quel stade de maturité en est-il? Est-ce qu'il est en phase de production ou toujours en phase de proof of concept? Alors, il est ni l'un ni l'autre, il est entre les deux. Il est en phase, on est en ce qu'on appelle un MVP. Donc, on a largement passé la phase de proof of concept. Donc, on est en phase de MVP. Évidemment, donc c'est quelque chose d'un point de vue technique, c'est un produit. C'est en production, simplement, c'est pas commercialisé. Donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui nécessite d'être expérimenté à travers l'intégration de données des différentes parties prenantes. Voilà. Et puis ensuite, sur la base de ça, on va développer d'autres fonctionnalités complémentaires qui, à un moment donné, dès qu'on aura suffisamment de parties prenantes et suffisamment de fonctionnalités, l'ensemble des membres du consortium pourrait être amené à se dire, voilà, on va ensuite mettre ça en production. Ça marche. Peut-être pour aller un cran plus loin, il y a Michel qui s'interroge en fait sur l'organisation, enfin sur la chaîne de valeur de ce projet-là. On a parlé des désavantages en fait des nouveaux services qui peuvent être proposés à l'utilisateur, mais sur la partie contrainte en fait, qu'est-ce qui est nécessaire finalement pour intégrer ce projet-là, que ce soit côté corporate ou voilà usager, voilà quelles sont en fait les caractéristiques qui doivent être fortement satisfaites. Alors, côté contrainte, il y a des contraintes de côté. Si on parle des membres du consortium, bien sûr, chacun des membres en fait investit, finance le consortium. Donc, du coup, il y a une contrainte finalement économique. Hein, c'est ouvert à tous. Par contre, tout le monde est soumis aux mêmes règles, en fait. Hein, donc, aux mêmes règles bien sûr, en termes d'investissement. Ensuite, l'aspect technique, si on parle de contraintes techniques, ça se veut le plus simple possible. Enfin, plus simple possible. C'est pas forcément toujours simple pour tout le monde. Pour les acteurs, ça dépend aussi de la maturité. C'est qu'en fait, nous, on a développé quelque chose qui s'intègre ce qu'on appelle à l'aide d'API. Donc, avec des API de type REST, des choses assez standardisées. Après, on l'a payé on a payé pour apprendre ça. En fait, effectivement, toutes les sociétés ne sont pas forcément ce qu'on appelle API first. Toutes les sociétés, d'un point de vue de leur IT, n'ont pas encore tous leurs services exposés en API. Voilà. Mais ça, c'est une contrainte technique en fait la plus forte. Donc toutes les nouvelles boîtes, pour eux, c'est pas un sujet parce que tout le monde fait ça naturellement. Toutes les plus grosses sociétés qui sont là qui existent depuis beaucoup plus de temps, forcément, ils n'ont pas forcément tous fait encore cette transition. Après, pour l'utilisateur final, l'idée, donc là, la réflexion de l'onboarding de l'utilisateur final, en fait, elle a été, quand on a mené cette réflexion, l'idée, c'était que l'onboarding se fasse à travers les membres du consortium. C'est-à-dire que chacun des membres du consortium, un assureur, un Movivia, je me rappelle à l'époque où on avait présenté ça, je pense qu'il y a une application Noroto ou Midas qui s'adresse au client final. L'idée, c'est que ce soit à travers cette application-là qu'on va leur proposer de recréer leur passeport. Donc en fait, profitez du fait que chacun de ces acteurs-là, vous avez déjà tous une base de clientèle, vous avez tous un moyen digital d'accéder, de communiquer avec eux. Donc on ne va pas réinventer la roue. Profitons de ça
et proposons-leur directement à travers ces canaux digitaux de créer le passeport de leur véhicule, qui est le premier moyen finalement pour première étape pour intégrer finalement intégrer cette logique, quoi. Ok, merci. Je propose de prendre deux dernières questions et voilà, peut-être d'y répondre assez rapidement. On a largement dépassé. Alex qui nous indique qu'en Belgique, la fraude au kilomètre a disparu, quasiment disparu, pas grâce à un acteur privé, mais une loi qui a instauré le car pass. Voilà, quid de la France? Est-ce que ça pourrait arriver, du coup, être un risque pour ce projet de passeport, même si je comprends qu'il y a d'autres services au-delà de cette fraude au kilomètre maintenant? Alors, je ne sais pas si ça a disparu en France. Après, effectivement, je n'ai jamais dit qu'on était les seuls à faire ça, à proposer. Donc, il y a un certain nombre de sociétés, start-up qui proposent ce genre de choses, effectivement, qui à leur niveau essaient de le faire et je pense que chaque fois, c'est finalement des sujets qui ont du sens. Là, l'idée n'est pas de refaire une énième application. On n'est pas faire une énième application dont on vanterait les mérites des nouveaux mérites par rapport aux différentes applications existantes. L'idée, c'est plutôt on est vraiment en train de développer cette infrastructure qui va permettre aux acteurs aussi existants, je pense que l'idée, c'est les acteurs qui ont développé ce type de passeport, d'accéder à une masse de données beaucoup plus importante, en fait. Donc, c'est censé être tout à fait complémentaire et pas en opposition avec les acteurs qui se sont lancés, les acteurs indépendants qui se sont lancés pour résoudre ces problématiques-là. C'est la réalité, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui en France ou en Belgique, je ne sais pas, mais il n'y a pas qu'un seul acteur qui fait ça, il y en a plusieurs. Et l'idée, c'est que ces différents acteurs-là, demain, il n'y aura pas une seule application de passeport du véhicule, il y en aura plusieurs, mais que l'idée, c'est que toutes celles-ci, elles s'appuient sur le même protocole, en fait, et qu'en fait, elles fassent la concurrence au bon niveau, qui sont dans l'expérience utilisateur, le développement de services, etc., mais qu'en fait, le protocole, l'accès aux données, il soit le même pour tous. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, je ne vais pas me prononcer sur Carpass, ce qui se passe en Belgique, je ne connais pas, mais en tout cas, je pense que je peux te dire avec certitude, ça m'étonnerait qu'en France, ce problème soit résolu aujourd'hui, et pas qu'en France, en Allemagne, en tous les gros pays comme ça. Je pense que l'écosystème est tellement fragmenté que c'est extrêmement compliqué pour un acteur comme ça de se lancer, de dire je vais résoudre le problème pour tout le monde. Bien sûr. Peut-être une dernière question, Charles, si tu veux bien, pour terminer. Lionel qui demande des cas d'usage sur la décarbonation dans le domaine de la mobilité qui permet d'utiliser la blockchain. Je sais que voilà, il y a de la traçabilité d'énergie notamment qui peut être un des cas d'usage. Oui, tout ce qui est relatif à la traçabilité d'énergie, traçabilité de tout ce qui est finalement relatif à la consommation du véhicule. Voilà, effectivement, tout ça va dans le sens de l'amélioration des consommation. Après, les blockchains, c'est pas ça qui va résoudre directement le sujet de la décarbonation. Donc c'est un moyen parmi d'autres pour tracer tout ce qui doit être tracé pour garantir le respect des émissions de CO2, etc. Donc vraiment l'assainissement du véhicule, l'assainissement du parc du véhicule d'une manière générale, parce qu'en fait, quand on va certifier par exemple le kilométrage du véhicule, finalement, de fait, on va aussi éviter les sujets qu'on avait évoqués avec des assureurs, d'éviter d'assurer les épaves roulantes. Pourquoi ? Parce que la fraude au kilométrage fait qu'en fait, on va frauder sur le kilométrage sur un véhicule qui est plus censé rouler. Donc, un véhicule qui est plus censé rouler, a priori, pour plein de raisons, ça ne doit pas être bon pour l'environnement. Donc voilà, d'une manière indirecte, en fait, évidemment, ça va améliorer ça. Ça va assainir le parc parce qu'on trace un certain nombre de choses, on trace un comportement le plus vertueux possible. Voilà. Et c'est vraiment d'une manière un peu indirecte, quoi. Après, c'est pas forcément l'objet final de la technologie blockchain. Ok. Merci beaucoup, Charles, pour ce partage. C'était vraiment super d'échanger aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier Mobility Talk de cette série consacrée à la blockchain et la mobilité. On recevra Romain Ménétrier, qui est le CEO de mBlock, qui propose une solution en fait de suivi de consommation pour la recharge d'un véhicule électrique professionnel à domicile. Merci beaucoup, Charles, encore une fois, et merci à tous. Bonne journée. Au revoir.